Les gars, aujourd'hui, on parle du mercato d'hiver parce qu'il y a eu 4 arrivées et pas des moindres. Voilà, on a fini par Ismaël Benasser en beauté, l'Algérien en provenance du Milan AC. Il y a eu 7 départs. Voilà, Mehdi Benassia et De Zerbi et Longoria ont fait du bon boulot. Je suis avec Samy et Ariles pour en parler. Et donc, les gars, moi, je demande directement à Samy, quel est ton mot pour se définir ce mercato? Moi, le mot que j'ai choisi, pardon, c'est, consolider. Alors j'aurais aimé choisir le mot, renforcer, mais je pense qu'il faut quand même attendre la fin de saison pour savoir si ce mercato hivernal nous a renforcés ou non. Donc ça serait plutôt consolider le travail qui avait été fait, cet été, les carences qui ont été identifiées durant ces 4 mois de compétition. Et donc, l'arrivée de 4 nouveaux joueurs, pour 4 sorties. Donc on est bien sur, ce qui avait été annoncé, par les dirigeants, fin décembre avec, chaque départ qui sera remplacé, c'est ce qui a été fait. On a des joueurs plutôt secondaires qui ont été remplacés par des joueurs dont on attend quand même qu'ils auront un rôle beaucoup plus secondaire que ceux qui sont partis. Quand tu fais partir un joueur comme Ismaël Koné et que tu le remplaces par un joueur comme, Ismaël Benasser, tu sais qu'il aura pas le même rôle. La même chose pour Amine Gouiri qui vient remplacer un joueur comme, Eli Wahi qui dans un premier temps était attendu comme un titulaire mais qui finalement n'apportait plus rien, à l'Olympique de Marseille. Donc, il y a aussi ça, ce motif d'espoir où je me dis que tu as quand même fait sortir des joueurs qui n'avaient plus aucun impact pour faire venir des joueurs qui, seront, je pense sur cette deuxième partie de saison, les acteurs majeurs, de l'Olympique de Marseille. Remplacé Brassier par rien. Et ça, c'est vraiment, je crois, le plus gros upgrade du mercato. C'est que je pense que tu pouvais pas faire pire que Brassier. Limite, ne pas avoir de remplaçant, c'est mieux, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais toi, ton mot, c'est quoi? Moi, mon mot, justement, c'était surprenant. Parce que si je m'attendais à avoir des recrues, je m'attendais pas à en voir autant. Et des recrues d'une aussi grosse qualité, surtout au fil du mercato. Faut rappeler que je crois le 22-23 janvier, on n'avait toujours qu'une seule recrue. On s'attendait pas à avoir des joueurs d'une aussi grosse qualité comme Ismaël Benasser ou encore Amin Gouiri et Dedic débarquer, surtout à ces postes-là. Moi, je m'attendais pas à un piston après l'échec du dossier Nicolas Zalewski, mais aussi surprenant un peu dans le négatif. Je pense notamment à Ismaël Koné, à Elie Wahi. Je m'attendais pas à les voir partir il y a un mois et finalement ils sont partis pour des sommes impressionnantes aussi parce que je crois qu'ils sont repartis pour plus cher que ce qu'ils sont venus. Puis il y a eu également le départ de Lian Brassier. Un autre départ qui m'a assez surpris, je pense, c'est le départ d'Enzo Sternal, même si c'est un départ qui est plus ou moins anodin au vu de l'effectif pro actuel. Donc voilà, c'est une surprise tant dans le négatif que dans le positif, même si je pense que si on se fie aux derniers instants du mercato, on a quand même été très surpris globalement, positivement, avec ces trois recrues dans la dernière semaine, et surtout la signature d'Ismaël Benasser. Mais toi, Tino, c'est quoi ton mot du coup? Parce qu'on a eu consolidé, surprenant, Pour moi, ça va être et le tien? stressant parce qu'il y a eu un moment où c'était un peu flottant. Vous voyez, avant l'arrivée d'Amin Gouiri, on se disait, mince, qui on va aligner pour le restant de la saison? Est-ce qu'on va faire avec Vaz? Est-ce qu'on va faire avec Moumbania qui revient des croisés? Donc voilà, on était à un moment où limite on était un peu dépité parce qu'on se disait, il reste peu de jours, on y croit peu. Il y avait des infos comme quoi les dirigeants se demandaient si ils allaient pas faire juste tout simplement pas faire de recrues en attaque et attendre d'être lucide cet été. Et au final, je pense que De Zerbi, avec son coup de pression, a un peu agité les dirigeants. Mais je pense qu'ils sont assez professionnels pour s'en rendre compte tout seuls aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un bon boulot, mais c'était stressant parce que Gouiri, ça s'est joué sur des détails. Stressant parce que Dedic a été en sous-marin, donc pendant un bon moment, on s'est dit on va finir la saison avec Merlin. Et pour le dossier Benasser, voilà, dans les derniers instants, je pense que plus d'un a stressé et c'était assez. Moi, j'aime bien ces petits dossiers là qui pop dans la journée et c'est la guerre et le téléphone surchauffe. Hein. Harry Lest, tu l'as mis plusieurs fois au frigo, je crois, le téléphone, non? Surtout avec le dossier Benasser, c'était encore plus prononcé parce que c'est sorti quoi un jour, on a eu 1200 informations en quelques minutes, quelques heures. Les gens pensaient qu'il allait pas signer parce que Milan n'allait pas trouver de remplaçant. Il y a d'autres dossiers qui ont été assez agités. On pense au dossier Amin Gouiri qui a duré quand même une semaine. Ouais. Même le dossier Nicolas Zalewski qui a duré un mois. On a eu deux dossiers très palpitants et deux recrues surprises, c'est-à-dire Amar Dedić qui est sorti nulle part et qui a très rapidement été confirmé, et Luis Felipe qui est sorti de nulle part et qui a été rapidement confirmé. Mais globalement, sur ces recrues-là, moi, il y a quelque chose que je retiens,
c'est que je trouve qu'on a 4 recrues niveau Champions League. Si cet été on pouvait encore avoir des doutes sur certaines recrues et se dire est-ce que c'est des joueurs pour aller en Champions League, par exemple Ismaël Koné, par exemple, je sais pas, Jérôme Borrelli, on se pose la question, est-ce que c'est un gardien qu'on garderait la saison prochaine dans le Champions League? Il y a des joueurs qui nous ont montré que ça allait pas être le cas comme Ismaël Koné, il y en a d'autres qui nous ont montré que ça pouvait être le cas comme Jérôme Borrelli. Là pour moi les 4 c'est des joueurs qui ont le niveau Champions League et on en parlera de toute façon. Les départs, toi tu disais, Ariles, t'étais plutôt déçu, surtout Wai, Koné. Brassier, je pense que personne n'est déçu, mais est-ce que c'est des départs finalement qui sont logiques? Les gars, je vais vous donner mon avis directement. Pour moi, je me fie un peu à ce que dit le coach. Alors effectivement, il y a une politique qui est un peu relou avec le fait qu'on donne que 6 mois aux joueurs, enfin surtout à des jeunes joueurs. Il y a eu aussi la news sur Jonathan Rowe qui est sortie en mode voilà, on commence à perdre patience. Bon, voilà, c'est une politique du club qui est assez discutable. En revanche, je pense qu'il y a des profils qui ont été identifiés non seulement par le coach mais aussi par les dirigeants. Donc je pense à Ismaël Koné et Wai au niveau de l'implication et que voilà, ils ont décidé, par expérience et par souci de bien faire, d'exfiltrer ces joueurs. Enfin, d'exfiltrer. Exfiltrer, c'est plus un mot que j'utilise pour Brassier, parce que Brassier, ça collait vraiment pas. Au final, il finit chez son club formateur, donc c'est plutôt pertinent. Mais pour Koné et Wai, effectivement, peut-être que euh, un peu de patience aurait été la bienvenue, mais au vu des recrues qu'on a fait après, vu comment on a upgrade, voilà, pour moi, c'est des départs assez pertinents dans le sens de la progression. Je sais pas ce que vous en pensez. Totalement, tu parlais de Brassier, je pense que la sentence elle semblait quand même, irrévocable pour lui déjà dès son erreur, face à Auxerre. On entendait quelques bruits qui disaient que le club allait peut-être lui chercher une porte, de sortie. Il fait un match plutôt encourageant, pour son retour face à Strasbourg, au mois de janvier et puis après Nice, je pense qu'on se faisait plus trop d'illusions, sur son avenir, à l'OM. Pareil pour Ismaël Koné qu'on a très peu vu et avec tout ce qu'on entendait sur lui, on le voyait mal réintégrer le 11, et même le groupe, de Zerbi. Pareil pour Wai, on est encore un peu sur les mêmes problématiques, on va dire, l'aspect mental. Donc je pense qu'en fait, finalement, le club a surtout sauté sur, l'occasion pour se dire: «C'est encore des joueurs plutôt cotés». On l'a vu avec Brassier, hein, quand même, parce que Brassier, c'est quand même un joueur qui arrive à trouver une porte de sortie dans le même championnat, alors que toutes les équipes de Ligue 1 ont quand même une visibilité sur les erreurs qu'il fait, week-end après week-end. Donc c'est quand même fort et se dire voilà, tant qu'ils ont encore une cote qui est correcte, les faire sortir plutôt qu'attendre cet été, leur donner les fameux 6 mois en plus, pour leur donner encore un peu de chance, plutôt que, voilà et avoir des joueurs qui vont perdre leur valeur et qu'on aura du mal à faire sortir, cet été. Donc effectivement, il y a soit on voit le verre à moitié plein et on se dit ça, soit on voit le verre à moitié vide et on se dit: «Mais quand même 6 mois, c'est quand même très rapide, pour comme tu as dit, exfiltrer des joueurs». Et moi pour des joueurs qui certes ne sont pas les stars du dernier mercato d'été, mais qui en termes de représentativité dans les sommes dépensées représentent pratiquement 50% des sommes qui ont été dépensées cet été, voire plus. 57 Ismaël millions. Koné, il a été recruté exactement 57 millions. Ismaël Koné, il me semble que c'est 12 plus 3 de bonus. Wai, c'est 30, c'est la recrue la plus chère avec Greenwood potentiellement. Brassi, on est quand même sur un joueur qui était censé coûter 12 millions, finalement il ne coûte rien. Mais ça dit quand même que l'OM allait potentiellement poser 57 millions d'euros sur des joueurs dont la mentalité a été rapidement. Donc il y a des questions à se poser quand même sur le mercato estival qui reste une réussite parce que tu vas quand même ramener des joueurs qui ont permis à l'effectif de step up. Mais faire sortir 3 joueurs, c'est quand même énorme, je trouve. 3 joueurs dès le mercato d'hiver. Alors on peut bien évidemment dire bravo, le club réussit à éviter ce flop-là. Mais on peut aussi se dire pourquoi le club recommence avec ces flops-là. Le mercato d'hiver 2022-2023, on fait partir Malinowski au bout de 6 mois, Unai au bout d'1 an, Vitinha au bout d'1 an. Le mercato d'été de l'année dernière, on fait partir Aubameyang, Ismail Assar, Iliman Ndiaye, pratiquement toutes les recrues au bout de 6 mois, 1 an. C'est qu'il y a quand même une forme, je sais pas, d'instabilité quand même dans le club qui est assez structurelle, mais aussi un problème au niveau du recrutement qui persiste. Est-ce que c'est le fait de changer à chaque fois l'effectif? Est-ce que c'est une mauvaise évaluation de la capacité de certains joueurs à supporter la pression d'un club? Par exemple, Iliman Ndiaye et Wai, est-ce qu'on peut voir un point commun entre deux joueurs qui ont des qualités évidentes,
mais qui ont peut-être un problème au niveau de supporter la pression, je pense que ça en dit beaucoup. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi surtout, c'est qu'on est sur trois potentiels. On est sur trois profils qui ont tous plus ou moins moins de 24 ans et qui étaient très bankable sur le marché, hein. Lilian Brassier, avant qu'il arrive à l'OM, on parlait au club de Serie A. Ismaël Collé, on l'a volé à la dernière minute à Roma. Et Elie Wahi, enfin, on le connaît tous. Donc ouais, ça pose beaucoup de questions. Et je sais que je suis assez long, mais moi j'ai une grosse déception et je voulais en parler autour d'Ismaël Koné. Parce que c'est un joueur sur lequel j'étais assez Ouais, je veux hype, bien. très hype. D'ailleurs, j'espère que le joueur sur lequel je suis hype sur Spark 4 janvier et dont on parlera ne partira pas au bout de 6 mois. Mais voilà, ça coupe. J'oublie le nom. La Copa Copa América. América? Qui s'est joué aux États-Unis, pour moi, c'était la sensation de la Copa América. Quand je regardais les matchs, il y avait quelque chose d'évident. Il avait du cran, il avait du talent. Pour moi, c'était le meilleur joueur de la sélection du Canada et un des meilleurs joueurs du tournoi. Il était fort devant le but, il était technique. Donc, en fait, j'ai essayé d'identifier les causes de son échec, mais j'arrive pas à comprendre parce que j'ai l'impression que c'est surtout des choses qu'on n'a pas vues en fait. Parce qu'on parle d'un joueur qui a joué 300 minutes de jeu à l'OM, qui a rarement joué à son poste. Bah, Enfin, j'ai du mal à comprendre cet échec parce que moi, Ismaël Koné, je l'ai jamais vu dans son poste de numéro 8. Je l'ai peut-être vu en match, mais quand il joue à Nantes, il joue numéro 6. Je me rappelle pas d'un match où Ismaël Koné a joué à son poste. Ouais, ça m'énerve que ce joueur-là parte au bout de si peu de mois après avoir pas joué à son poste. il est victime, peut-être, excuse-moi Samy, je serai assez court. Il est victime peut-être du contexte. Je pense que, alors déjà, Ismaël Koné, on sait que c'est un joueur que Roberto De Zerbi voulait, mais lorsque tu as l'occasion d'upgrade avec potentiellement, je pense que De Zerbi voulait un profil peut-être qui collait plus à son système de jeu, et quand l'OM a vu qu'il pouvait faire partir Koné, peut-être qu'ils se sont dit bon c'est dommage, parce que c'est un joueur qu'on aurait aimé avoir et porter dans le projet, mais effectivement là on a l'opportunité Fadjoli qui peut être mieux là tout de suite maintenant, et Benasser. Si c'est pour Benasser, je peux le comprendre. Si c'est pour le Benasser, si on l'a fait sortir pour prendre Benasser, je peux le comprendre. Ouais. Maintenant, il faut m'expliquer pourquoi tu sors un joueur que tu as pris en juillet Hmm. pour ramener un joueur que tu voulais fin août. Ça veut dire que tu estimais à un moment que ces deux joueurs étaient compatibles dans ton effectif. Ça pose question. Moi, je Après, suis pour moi, d'accord faut que. peut-être distinguer Moi, si tu me les dis, flops de moi, si tu Tudor me avec De dis, Zerbi, tu vois. Genre, tu parlais de Malinowski, à mon avis, c'est pas la même chose. Genre, parce qu'entre deux, Ribalta est notamment parti. comment ça? Tu disais, tu sais, t'avais pris l'exemple Malinowski, etc. Il y avait eu Unai aussi qui a été un flop sous Tudor, et évidemment Vitinha, donc des joueurs qui viennent et qui partent 6 mois. Je pense que là, Oui, on c'était était. l'ancienne direction. Oui, 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 voilà. oui, C'est plus en mode. Là, c'était vraiment court-termiste. Là, à mon avis, c'est plus des circonstances aggravantes qu'une vision court-termiste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. bah, si, on peut quand même parler de vision court-termiste dans le sens où tu juges que des joueurs qui restent relativement jeunes, qui Mm. sont arrivés blessés pour le cas de Ismaël Koné, qui n'ont pas joué à leur poste, qui n'ont pas joué à leur poste, qui n'ont pas eu énormément de minutes de jeu, doivent partir au bout de 4 mois. C'est Mm. ça que je comprends pas, c'est que en fait l'OM à un moment c'est de dire Ismaël Koné doit partir. Alors si c'est pour faire Benasser, bah, si tu m'avais dit avant janvier est-ce que tu fais partir Koné pour ramener Benasser, je te dis bien évidemment oui. Parce qu'Ismaël Benasser est un joueur d'une classe incroyable pour l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, ça reste quand même compliqué d'expliquer que trois joueurs du mercato estival partent au bout de 6 mois. En tout cas, moi, je ne questionne pas le fait qu'on les fasse partir en janvier. Je questionne le fait qu'on les ait recrutés en juillet. Pourquoi on prend Koné et on s'attend de lui à ce qu'il soit fort sur les 6 premiers mois, sinon on le dégage, Mm. quand on sait que c'est un joueur qui n'a pas fait de centre de formation, qui à chaque fois a dû prouver avec du crédit, du temps pour s'adapter, qui est arrivé dans un nouveau championnat. Et il y a son ancien entraîneur, Wilfried Nancy, qui a donné une très belle interview et expliqué que Ismaël Koné lui avait appris qu'il fallait lui donner du temps parce qu'il voulait le dégager au premier entraînement. Ouais. Oui, moi, je rejoins votre raisonnement, mais moi, il y a quelque chose aussi qui m'interpelle, c'est parce que là, on parle de 4 joueurs et pour enfin, je mets même Rowe dans la boucle. Pour les 4 joueurs, on nous évoque un problème d'implication, de mentalité, voilà, de motivation à l'entraînement. Alors moi, quand c'est pour un ou 2 joueurs, je veux bien y croire. Quand ça commence à être 4, 5 joueurs qui sont pas impliqués, je me dis peut-être que le problème ne vient pas que d'eux, parce que quand même ça fait beaucoup et c'est la première fois que j'entends, des mots comme ça de manque d'implication, à l'entraînement. Je trouve que c'est jeté un peu trop facilement comme ça,
en pâture, des jeunes joueurs et quand bien même ça serait vrai, je pense que comme tu l'as dit Ariles, tu peux l'anticiper ça. Quand tu fais venir un joueur de 21 ans, tu peux pas, attendre que ce joueur de 21 ans se comporte comme un joueur de 28 ans. Un Ismaël Koné, un Eli Wahi, surtout Eli Wahi parce que, on avait la visibilité, on le voyait jouer et on le voyait, chaque week-end depuis, 3 ans maintenant, depuis qu'il était à Mais on l'a Montpellier. pas, on l'a pas découvert à l'OM, la nonchalance d'Eli Wahi. C'est ça, c'est ça. Et moi, au contraire, tu vois, quand tu prends Ro et Wahi, on l'a dit quand ils sont arrivés, c'est le défaut. Ro, j'en avais parlé négativement de Ro quand on parlait de lui à l'OM. Moi, quand il arrive à l'OM, il m'a surpris Ro. Je voyais un joueur impliqué qui vraiment se donnait sur le terrain. C'était pas le cas à Norwich. À Norwich, on était sur un joueur qui se reposait sur ses qualités. Bah, faut m'expliquer pourquoi Ro, quand il est bon et que justement il se donne, il a pas les minutes de jeu et qu'on se retrouve du coup 2 mois après au moment où on a changé de système, où il rentre même plus dans dans l'équation et on se retrouve avec un joueur qui fait trois mauvaises entrées d'affilée et qu'on veut d'un coup. On rappelle de son contre Saint-Etienne, c'est un des rares moments où il a du temps de jeu depuis qu'on a changé de système et il fait une très belle entrée. Une Je passe me rappelle d'une très décisive, belle entrée. Est-ce que Roberto De Zerbi, en arrivant à l'Europe, s'attend pas à avoir des joueurs de classe mondiale, justement, parce que c'est ce qu'il cherchait en venant à l'Olympique de Marseille, en fait, des joueurs comme Rabiot, des joueurs comme Højbjerg, des joueurs comme Rouli, qu'il a dans son effectif, et que du coup, il y a une différence qui s'effectue entre les joueurs qui ont le niveau de l'Olympique de Marseille et ceux qui ne l'ont pas actuellement, mais pourraient l'avoir. C'est quelque chose qui pourrait s'entendre. Est-ce que c'est vraiment le problème de ces joueurs-là? En tout cas, il y a quelque chose qui m'intrigue en tant que supporter. Aujourd'hui, on va faire le bilan du mercato. Sur les derniers jours, on est tous très satisfaits, on est très heureux. Maintenant, il faut pointer quelques éléments négatifs pour que le projet, globalement, il s'améliore, pour que la gestion de l'OM, qui s'améliore considérablement depuis une dizaine de mois, continue de s'améliorer. Et en fait, il y a des leçons à tirer pour les prochains recrutements. C'est qu'est-ce que ces recrutements, qu'est-ce que ces erreurs de casting nous apprennent pour l'avenir du recrutement de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on doit arrêter avec les gens qui n'ont pas fait de centre de formation? C'est une vraie question à se poser. Mm. Parce qu'un un Vitinha n'avait pas fait de centre de formation. Un Ismaël Koné n'a pas fait de centre de formation. Exemple Oui, donc, typique, je crois que Luis Enrique n'a pas fait de centre de formation. C'est quand oui, même trois des gros recrutements de jeunes joueurs sous Longoria qui ouais. n'ont pas fait de centre de formation. Est-ce que c'est pas une question à se poser, par exemple, dans les jeunes joueurs qu'on cherchait? Est-ce que, je sais pas, des joueurs qui ont la caractéristique d'être nonchalants, Wailey, Rollet, Ismaël Koné l'est, et c'est ce qui fait aussi le charme de ces joueurs-là. Je sais pas, Tino et Samy, si vous retenez des leçons en particulier, mais je pense qu'il faut apprendre de ces échecs pour les recrutements futurs. Pour moi, il y a un poste qui, on avait même fait un tweet sur le média, durant le mois de janvier. Pour moi, il y a un poste qui illustre très bien ça, c'est le poste de numéro 9. Quand tu regardes sur les dernières années, tous les 9 qui ont réussi à l'OM, la moyenne d'âge, elle est, elle est à 50 ans peut-être. Alexis Sanchez, Aubameyang, avant lui, on a eu, Gomis. Enfin, je veux dire, c'est quand même que des vieux briscards expérimentés avec énormément de références et les paris de prospects, de cracks comme, Vitinha, comme, Ndiaye ou comme, Eli Wahi, cette saison, finalement, c'est tous des flops que tu as fait sortir, très rapidement. Donc, et moi j'extrapole clairement ce ce ça à tous les autres composantes de l'OM. Pour moi, pour s'imposer dans ce club, il faut quand même avoir un peu de bouteille, il faut, quand même avoir un peu roulé sa bosse, avoir, réussi plusieurs saisons, dans d'autres clubs, avoir goûté à la coupe d'Europe avec d'autres clubs, n'est pas le cas d'un Lilian Brassier, ce qui est très peu le cas d'un Nelly Wahi, même s'il a un peu brillé, avec Lens, la saison dernière là-dessus. Mais, pour moi, il y a eu beaucoup trop d'arrivées de jeunes joueurs, cet été à l'OM. Un Ismaël Koné, c'est très bien, mais quand tu as un Ismaël Koné avec un Lilian Brassier, avec un Eli Wahi, ça commence à être, trop. Et je trouve beaucoup plus cohérent ce qui a été fait, cet hiver, parce qu'on est quand même sur un mercato de retouches, donc c'est quand même quand tu fais venir des joueurs en janvier, c'est vraiment pour que ça soit des joueurs qui soient opérationnels, dès le début. Tu as pas le temps de t'acclimater, il faut vraiment que tu fasses tes preuves rapidement, il faut que tu apportes rapidement au groupe, parce qu'il y a des objectifs à atteindre d'ici la fin de la saison. Donc quand tu fais venir un joueur comme Benacer qui a 28 ans, au-delà de toutes les qualités de Benacer, mais vraiment sur le profil expérimenté, 28 ans, pareil pour Gouiri parce que ça reste quand même un jeune joueur, mais c'est quand même un joueur qui a fait plusieurs saisons de haut niveau à Nice, des saisons mi-figue mi-raisin, mais quand même des saisons au pluriel, à Rennes, donc c'est quand même un joueur un peu plus expérimenté, qu'un Lilian Brassier qui a juste 1 an de moins, mais qui a quand même moins de saisons, en Ligue 1. Je trouve que c'est plus cohérent et tu as fait venir dans le même temps, tu as fait venir ton petit jeune avec, Dedic, mais déjà en termes de quantité, on est quand même un peu moins que ce qui a été fait cet hiver.
rajouter un truc avant que Tino intervienne. C'est deux choses. Tout d'abord, le problème de ne pas supporter la pression, c'est quelque chose qui était déjà identifié comme un problème chez les joueurs qu'on recrutait à l'OM il y a 2-3 ans. À la fin de la saison 21-22, Pablo Torre, il donne une interview à Marca et on lui demande pourquoi il aime autant recruter des joueurs en Serie A. Il explique que les joueurs de Serie A ont cette capacité à supporter la pression populaire et que c'est quelque chose d'important à l'OM. Pourquoi, 6 mois après son cinquième ou non, son quatrième mercato d'état olympique de Marseille, on se retrouve à dire que trois des recrues du mercato, c'est à cause de leur échec à supporter la pression. Si c'était qu'une, ok. Si c'est que deux, ok. Mais là, on parle de trois, on parle d'exigence. Et surtout, on est sur un dirigeant qui a eu un gros discours sur l'exigence au sein du club depuis son arrivée. Je suis pas du tout dans un discours d'anti-Longoria primaire. J'essaie juste de faire une analyse, justement pour qu'on tire des leçons des échecs du club. L'institution, on se rappelle quand Tudor arrive, il y a le club, il y a le président, et il y a l'entraîneur, et il y a les joueurs. Pourquoi on se retrouve avec 4 joueurs avec lesquels il y a un problème aujourd'hui de comportement? Et je suis désolé, le club pouvait le savoir au moment de les recruter. Il y a juste à se baser sur leurs expériences précédentes. Jonathan Rowe, tu regardais ses matchs avec Norwich, le mec, il se foutait de la gueule du monde sur les phases défensives. Il était très fort avec ballon, mais il se foutait de la gueule du monde sur les phases défensives. Lilian Brassier, il a eu des difficultés au début de sa carrière. En vrai, il a qu'une très bonne saison dans sa carrière, c'est à Brest. Et le dernier truc que je voulais ajouter, et justement, je voulais voir si Tino était d'accord avec moi, pour moi, il y a deux types de joueurs qui réussissent à l'OM. Il y a les joueurs forts qui réussissent dès le début et qui sont forts sur tout leur passage. Il y a les mecs qui sont nuls à chier au début et qui deviennent forts. Exemple, Thauvin, Gignac, Luis Enrique, Leonardo Balerdi. J'ai l'impression qu'on a une tonne de joueurs qui ont été forts sur la deuxième, troisième saison. Lucas Ocampos, par exemple. Et j'ai l'impression que C'est plus justement, maintenant. en faisant partir les joueurs au bout de 6 mois, on peut me dire c'est le football moderne, on n'a plus le temps, il y a la valeur marchande. Bah, j'ai l'impression qu'on tue ce potentiel-là. Et on le Ouais. voit aujourd'hui quand on a l'exemple de Luis Enrique qui réussit alors qu'on a essayé de s'en débarrasser il y a, il y a 2 ans à Botafogo, où on priait pour que Botafogo lève l'option d'achat. Pareil pour Balerdi, on devait s'en débarrasser il y a 2 ans. Ouais. Tu vois, je me pose la question, est-ce Non, qu'aujourd'hui mais on c'est reverra une frustré évolution en vrai. comme Luis Enrique à l'OM? Non, 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 mais c'est même pas de la frustration. bah, Moi, c'est un c'est peu surtout Koné. frustrant. Le reste, je m'en fous un peu. Et j'ai même pas d'attache particulière pour Koné. C'est juste que je trouvais que c'était un joueur qui avait vraiment les qualités pour réussir à l'OM. Ouais, ouais, non, mais c'est comme tu dis, parfois il faut de la patience et quand tu sais pas leur en donner, enfin j'ai l'impression que quand tu cites ces exemples-là, t'as quand même un peu de frustration de peut-être passer à côté de belles histoires. Tu vois, si Luis Enrique Je connais surtout. Oui, voilà. Mais si Luis Enrique, j'y ai repensé cet après-midi, en revoyant un peu maintenant l'ascension de Luis Enrique, je me dis waouh, c'est quand même une succession de d'événements un peu fortuits qui fait que finalement il est encore là, tu vois. Alors qu'on a essayé Et on a de le des exemples bazarder. dans les gros clubs. On a des exemples dans les plus gros clubs. Je sais pas si on a été un peu trop long sur les départs et notamment sur le négatif. Il y a des gens qui vont regarder la vidéo et vont se dire putain, mais ils sont en train de dire que c'est catastrophique, ils sont déçus. Non, en fait, on va parler beaucoup en positif sur la seconde partie de la vidéo, mais on est quand même obligé qu'il y a une forme de dire qu'il y a une forme de déception sur certains dossiers. Mais par exemple, dans les plus gros clubs, bah, Vinicius Junior, je sais pas, mais il a mis quand même quelques saisons au Real Madrid avant d'être très. Ah oui. D'ailleurs, Luis Enrique parlait beaucoup de Vinicius Junior et on se foutait de sa gueule. Moi, le premier, hein, je me foutais de sa gueule au bout de 2 saisons. Et aujourd'hui, il montre que il y a peut-être besoin de temps. Et encore une fois, je répète, mais on prend souvent des joueurs qui, en termes d'expérience en jeunes, ne sont pas très développés. Soit on a une politique claire sur les jeunes, c'est on prend que des cracks, Hmm. c'est-à-dire on prend que un mec, il arrive à 19, 20 ans, il doit avoir joué tant de matchs de Youth League, avoir gagné tant de compétitions en Gambardella, etc., avoir tant de minutes en pro. Ouais. Soit on prend plus de Comme jeunes. C'est Carboni. c'est ça, moi. Comme Ouais, Carboni. Carboni. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Carboni, on peut considérer aussi dans ce mercato d'hiver qu'il est parti, parce que du coup, c'est un joueur en moins. Du coup, ça fait quand même 4 joueurs du mercato d'été. Bon, lui, il y a une blessure. Bah, ouais. Qui sont plus à l'OM. C'est quand même Ouais. conséquent. Bon, C'est Carboni, dommage. bien évidemment, on va rien dire. Après, à leur décharge, je pense que quand tu pars sur un projet comme celui de l'OM avec un nouveau coach, sur, 3 ans, hem, tu peux te dire qu'il te faut au moins un ou 2 mercato pour un peu,
contrebalancer. Tu peux pas en fait tout faire sur un seul mercato comme ce qui a été fait cet été. C'est normal que sur les mercatos suivants, après il faut pas que ça soit non plus sur 4-5 mercatos, mais sur le ou les mercatos suivants, c'est normal d'apporter des petites retouches et de se dire, bon, finalement on avait prévu ça, mais finalement là les 4 mois de compétition nous ont montré que c'était pas ça. Ça c'est normal, c'est pas ce qu'on dit. Mais là je trouve que c'est quand quand tu fais, on a fait quoi? 10 ou 11 arrivées, cet été. Là, on est sur 4 départs, on n'est pas loin de la moitié. Je trouve que c'est quand même trop, comparé à ce que je viens de dire, en fait. C'est là, on est vraiment sur on est presque sur un aveu d'échec, en fait, de la part des dirigeants, pour dire qu'on s'est trompé, cet été mais c'est pas le but de mon raisonnement, hein. On l'a dit, on trouve quand même que le mercato estival est quand même réussi quand tu fais venir des joueurs comme Højbjerg, Rabiot et Greenwood, mais je trouve que faire partir 4 joueurs, 4 arrivées estivales dès, l'hiver, ça sonne quand même pas mal aveu d'échec de la part des dirigeants. Surtout que, et on l'oublie et moi j'aime à le rappeler souvent, un joueur comme Lilian Brassier, c'est un joueur qui arrive dès le début du mercato, il arrive très vite, il a été étudié, surétudié, surétudié. C'est un joueur, sur lequel l'OM était depuis longtemps. On entendait il y avait des bruits de couloir sur lui dès la fin du mois de mai, début juin. Donc c'est quand même un joueur que normalement tu connaissais assez bien, que tu avais quand même pas mal étudié. Donc se dire que c'est quand même ton plus gros flop, 6 mois après, j'ai envie de dire qu'ils ont mal fait leur travail, mais c'est quand même surprenant, venant d'un joueur que tu as bouclé rapidement, sur lequel tu avais très peu de doutes, à tel point que tu avais dit que ça soit Conceição l'entraîneur ou que ça soit De Zerbi, Brassier il viendra. C'est quand même que tu avais quand même pas mal de certitudes sur Brassier. Alors comment ça se fait que 6 mois après, tu tombes de 4 étages quand tu vois le niveau qu'il affiche, le niveau mental et technique qu'il affiche? Bon, on espère en Mais tout cas il que y a peut-être ça aussi servira de leçon hein, sur ce genre de cas. On le rappelle, 7 départs hein, cet hiver. Donc Enzo Sternal qui est parti à Anderlecht. On a Eli Wahi qui est parti pour 26 millions d'euros à Francfort. Brassier qui est allé à Rennes. Soglo à Sturm Graz. Paul Lopez au Mexique à Toluca. Bamo Meite qui vient de partir à Montpellier. Et Ismaël Koné à Rennes. Oui, Mais je m'excuse, sinon, juste avant que tu transitionnes, je voulais parler de Bamba Maïté. Parce que ah oui. on l'a complètement oublié, Ouais. parce qu'on l'a pas vu de la saison passée. Moi, franchement, s'il y a un joueur sur lequel je suis très énervé de sa gestion depuis 10 mois, c'est Bamba Maïté. En fait, je comprends rien. Moi non En fait, plus. j'ai envie de. Tu vois, De les tout autres fois, casser. je peux les comprendre. Non, c'est pas tout cassé. Parce que pour moi, ça se trouve, si ça se trouve, Bamba Maïté aurait floppé à l'OM. Mais il faut comprendre le contexte. Bamba Maïté, on le prend parce qu'Isaac Touran le fait partir au bout d'un an en ayant joué 5 mois, peut-être 3 matchs à l'OM et 6 mois de prêt au Cirque qui était Et conclu. 2 Donc, cas il était similaires. intéressant. Et Bamba Maïté, Mm. franchement, la saison passée, on a mis 6 mois avant de le faire jouer. C'était pour bien l'intégrer. Quand je le voyais, je voyais un défenseur avec des vraies qualités défensives qui pouvait s'améliorer avec ballon. Je dis pas que c'est un crack, mais pour moi, c'est un mec. Il fait une saison en tant que remplaçant un peu titulaire à l'OM. Tu peux le revendre 20 millions en première ligue. C'est mon analyse sur Bamba Maïté. Ouais, ouais. À la fin de saison passée, on s'attendait tous à se dire Bamba Maïté la saison prochaine, il est peut-être pas titulaire, mais on va le voir. Préparation, il fait les 3 premiers matchs. Franchement, avec ballon, c'est pas top, mais il peut s'améliorer. Défensivement, c'était intéressant. Troisième match de préparation, on l'a plus vu. Terrible. Et À la canne. le club a refusé 20 millions du Stade Rennais à cette époque-là. 7 mois plus tard, il a joué aucun match. Il se retrouve en prêt à Rennes. De Zerbi nous expliquait en conf après Strasbourg qu'il était énervé du fait qu'il n'était pas là. Longoria, il nous a dit qu'il allait revenir après une conf mi-octobre, comme ça. Ou je sais pas, il avait fait une conf à un moment, il avait dit que Bamamaïta allait revenir. Et le mec, on l'a plus jamais revu. Et en fait, je Mm. comprends pas pourquoi Bamamaïta est écarté. Je dis pas que c'est un top joueur, etc., etc. Je dis même pas que c'est un joueur qui aurait fini titulaire si on l'avait fait jouer. Mais il y a des moments quand même où on a dû replacer Kondogbia en défense centrale. On jouait avec Cordelius, Barassi il était mauvais. On l'a jamais vu, et jamais vu. Alors qu'on en avait besoin. Hein. Mais je comprends pas du tout. C'est un joueur qui au final te coûte 10 millions d'euros. Alors j'espère qu'on va voir des belles choses à Montpellier. Je le souhaite et j'espère qu'il va revenir à l'OM. Et je lui souhaite une belle suite de carrière, que ce soit à l'OM ou ailleurs. Mais franchement, il y a une frustration. Je comprends. En fait, c'est inexplicable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fusillade? Enfin, parce il y a eu le truc de la Ouais, fusillade. Ok, mais si c'est la fusillade, pourquoi il joue les matchs amicaux et après il joue pas? En fait,
je saurais pas l'expliquer. Samy, je sais pas si t'as une réponse. Franchement, Bah, je sais pas, c'est lunaire. C'est lunaire quand même. Bah, moi, là où je suis stupéfait, c'est comme tu l'as rappelé au début, c'est le contexte. Bamon Meïté, il vient pour remplacer un joueur, Isaac Touré et pour moi, c'est vraiment c'est 2 frères jumeaux. C'est-à-dire que sur leur trajectoire à l'OM, ils ont connu exactement les mêmes difficultés. C'est-à-dire c'est des mecs qu'on ne voyait pas, sans qu'on sache pourquoi on ne les voyait pas et quand on les voyait, on se disait qu'il y avait quand même quelques motifs d'espoir, mais on les voyait quand même pas, souvent et donc je comprends pas pourquoi ça se succède, en fait, comme ça et pourquoi il y a autant de cas aussi sombre et étrange en fait à l'OM où on comprend pas en fait pourquoi les joueurs viennent et repartent. Enfin, je sais pas, là on parlait de Brassier, on parlait de Wai. Bon, on sait pourquoi ils partent, mais là, bah, mon métier, c'est quand même stupéfiant parce qu'on se dit, mais pourquoi on le fait venir? Pourquoi il part? Pourquoi aussi vite? Pourquoi on lui donne aussi peu de temps de jeu? Pourquoi il vient remplacer un mec qui avait exactement les mêmes difficultés, qui est parti exactement dans la même, voilà, dans le même un peu, dans la même réflexion. Enfin, voilà, il y a un aspect un peu sombre autour de ces deux cas-là que je comprends pas en fait. Pourquoi, enfin, je comprends pas vraiment. Tu trouveras toujours des gens qui vont dire oui, mais t'es aigri, regarde le mercato qu'on a fait. Non, mais d'accord, on est complètement d'accord, hein. C'est juste qu'en fait, moi, en fait, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'il faisait à l'OM. Qu'est-ce qu'il faisait Oui, à c'est ça, l'OM ouais. Ouais. ces derniers mois? Pourquoi on a refusé l'offre de Rennes pour derrière dire dégage? En fait, où est la cohérence dans ces choix-là? Alors, encore une fois, on se rattrape avec un prêt à Montpellier, mais même le prêt à Montpellier, on le prête à la fin du mercato. Ça veut dire qu'on attendait une offre de transfert. En fait, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, De Zerbi, il arrive à un il s'est dit, ah non, toi, je te veux plus. Et surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est la communication. Il n'y a pas eu d'honnêteté sur son cas. Autant Ismaël Koné, De Zerbi a été très honnête, mais enfin, bah, Meïté, Ouais. En tout cas, j'espère qu'il pourra faire de c'est même très étrange. pour Dédé Fournel, un de ces quatre. Si on arrive bien avec Bah, Philippe j'espère, Clément, j'espère. on espère que ce sera mieux, qu'il y aura plus de transparence là-dessus. On va parler de choses un peu plus positives, puisque vous avez poussé votre coup de gueule. C'est quoi votre... Enfin, c'était un semi-coup de gueule. C'est quoi votre recrue de cet hiver préféré? Moi, je le dis d'ores et déjà, qui vous hype le plus. Moi, c'est Dedic. Parce que j'ai senti un gars, voilà, je vous laisse les autres parts du gâteau. Dedic, moi j'ai l'impression que c'est un gars très intelligent, sans remettre en question l'intelligence des autres, hein, évidemment. Mais Dedic a l'air d'être un latéral qui sait faire pas mal de trucs et dont on n'a plus trop l'habitude de voir, enfin qu'on a pris l'habitude de plus voir à l'Olympique de Marseille ces derniers temps. Et donc je suis assez hype sur ce poste parce que c'est un poste qui est quand même assez important et j'en peux plus de voir Quentin Merlin. Et vous les gars? Moi, c'est Gouiri parce que j'avais appelé de mes vœux à décharger, offensivement Greenwood. Je le trouvais, beaucoup trop esseulé, à l'image de la composition de la première mi-temps de dimanche, hein, c'est ton seul joueur, offensif. Donc dans la production, je trouvais que, voilà, il fallait décharger, tout pesait beaucoup trop sur les épaules de Greenwood et donc quand on voit, ce qui se passe 2 minutes, après l'entrée en jeu de Gouiri, c'est-à-dire un joueur capable de prendre le ballon et d'aller provoquer, balle au pied, pour finir justement sur ce même Greenwood qui donc n'a plus besoin d'être au four et au moulin et qui peut se contenter uniquement de pousser le ballon dans les buts. Je caricature un peu, mais c'est juste pour dire voilà, Gouiri, on en avait parlé avec Ariles très tôt dans le mois de janvier, avant même que ça sorte. Gouiri, c'est le profil parfait pour accompagner Greenwood dans la production offensive de l'OM. Ouais, parce qu'il faut savoir que j'ai proposé à Samy de faire une vidéo sur les coups qui pouvaient être intéressants pour le mercato, et de base ça devait partir d'une vidéo autour d'Amine Gouiri. Et finalement ça s'est fait, enfin on en a beaucoup parlé d'ailleurs sur le compte Twitter. Alors moi j'aurais voulu dire Teddy chez Gouiri, mais du coup vous en avez déjà parlé. Je vais dire Ismaël Benasser quand même, parce que comment ne pas être hype par l'arrivée d'un joueur qui il y a 2 ans devait signer à Manchester City, à Arsenal, et qui finalement arrive à l'Olympique de Marseille, d'autant plus hype parce qu'il y a le questionnement autour de son niveau et de sa capacité à se relancer. Pour moi, c'est un coup énorme pour l'OM. C'est peut-être le plus gros coup de l'ère Longoria avec Adrien Rabiot. On est sur un joueur qui a des références au niveau international, que ce soit en club ou en sélection, qui sont absolument incroyables. Et surtout, on est sur un profil qui, pour moi, va apporter une plus-value conséquente à l'OM, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un truc Mais de pour fou. revenir sur Dedic, parce qu'en vrai, c'est lui qui incarne pour moi vraiment le mot hype, parce que c'est un joueur qu'on connaît pas. Ouais.
il y a une semaine, il y avait très peu de gens qui connaissaient Amar Dedić parmi les supporters de l'OM. Mais moi, pour avoir regardé quelques matchs, pour m'être intéressé à son profil, en fait, moi, c'est le mot qui ressortait, c'est que j'étais hype. J'ai vu un piston qui est capable de jouer à droite, à gauche. J'ai vu fort techniquement, fort sous pression, à l'aise avec son mauvais pied, ce qui n'est pas Il du tout frappe le de cas de loin. Quentin Merlin on a l'impression que c'est un unijambiste qui frappe de loin, qui sait dribbler, qui a une diversité dans ses dribbles. Franchement, c'est impressionnant. Il est capable de rentrer à l'intérieur, de taper un passement de jambe, de se projeter dans l'espace, de déborder un joueur. Il a une pointe de vitesse qui est bonne, contrairement à Ulysse Garcia et Quentin Merlin. En fait, pour moi, c'est l'archétype du piston moderne. Et je suis étonné que ce mec-là vienne à l'OM parce qu'il joue en Champions League cette saison. Il était capitaine de son Ouais. club. Il a fait la Youth League, donc on est sur un joueur qui a fait centre de formation. En plus, il sort pas de n'importe quel club. On parle de l'usine Red Bull. Il vient d'une équipe qui pratique un jeu de protagoniste avec. Donc, c'est pas exactement ce que fait De Zerbi. Je sais même pas si on peut dire que ça ressemble à ce que veut faire De Zerbi, mais en tout cas, c'est protagoniste. Et il est dans un championnat où il va dominer 99% des équipes qu'il va affronter, vu qu'on connaît l'hégémonie de Salzbourg. Non, franchement, c'est difficile de faire mieux en tant que. Et vraiment, je comprends pas comment il vient à l'OM. Je comprends pas comment il vient à l'OM, tu vois. Ramos, même, c'est très bon niveau si on prend ce qu'il était il y a 18 mois avant d'aller en Arabie Saoudite. Mais c'est des joueurs, tu peux comprendre pourquoi ils viennent à l'OM. À Benacer, il Salzbourg, vient c'est parce que c'est son compliqué, ouais. club de cœur. C'est son club de cœur, il vient se relancer. Gouiri, on peut comprendre que en pleine stagnation à Rennes, il puisse il puisse vouloir venir à l'OM. Mais lui, je pense qu'il avait d'autres offres. Ouais, mais Lui, on en même parlait temps, de. Salzbourg et Ariles, en ce moment, c'est tellement compliqué que je pense que le joueur a dû dire, bon les gars, moi, je veux progresser, laissez-moi partir, quoi. Ouais, Et mais franchement, c'est. Mais Samy, oui, tu veux y peut-être rajouter qu'il y avait quelque chose? Mais d'autres offres. franchement, c'est bah, une grosse peut-être hype. pour expliquer les raisons de sa venue, moi, en conférence de presse, j'ai senti un garçon très, pour son âge, très mature et très conquérant dans le sens Exact. où tu as l'impression que dans son discours, il est vraiment dans une logique de carrière où il veut marquer son passage dans tous les clubs où il passe. Et il est très consciencieux, très conscient de là où il a mis les pieds. Et peut-être qu'il est dans une logique de carrière où il se dit que j'étais à Salzbourg et peut-être que pour passer à l'étage d'au-dessus, il faut ce fameux club intermédiaire qui est l'OM, ce club tremplin qui va faire truchement en fait entre Salzbourg et je sais pas moi, un club comme, je sais pas par qui il a été courtisé, mais un club chapeau 1. Et donc, mais voilà, ce qui m'a marqué vraiment dans son discours, c'est ça se lisait même dans ses yeux, c'est ce côté conquérant, ce côté je veux marquer mon passage à l'OM, je veux montrer de quoi je suis capable. Et il avait vraiment enfin voilà, il avait vraiment un discours que j'ai beaucoup aimé et ça explique peut-être les raisons de sa venue. J'ai l'impression qu'on est Ouais, unanime sur l'effet qu'il nous a fait en conférence de presse, hein, les gars. c'est ce que Franchement, j'allais quelqu'un de dire. mature. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est quelqu'un de mature, de posé, d'ambitieux, qui n'était pas là dans du blabla. Après, j'ai suivi ça. L'OM a fait un format, c'est après les confs, ils font une sorte d'interview. Ouais. C'est pas un mec qui est là pour faire des flatteries, pour dire oh j'ai toujours rêvé d'être dans tel club, Mm. ce mec-là je le kiffe. Non, c'est un mec qui vient pour prouver qui il est, qui a du cran, qui a du tempérament. Et pour moi, c'est ce qu'il faut à l'OM. Donc maintenant, on juge un joueur sur ce qu'il a fait avant de venir à l'OM, sur le caractère qu'il a. Mm. On attend évidemment de voir ce qu'il va montrer à l'Olympique de Marseille. Il passe du championnat autrichien au championnat de Ligue 1. Mais sincèrement, c'est difficile de ne pas être hype quand tu vois la petite carrière qu'il a, l'expérience qu'il a. Mais en tout cas, est-ce que vous êtes hype pour Luis Felipe Ramos, les gars? Parce qu'on a parlé de Amar On, l'a- Dedić qui nous hype. on a Luis des potes qui Felipe le disent. Ramos, il est un peu mis sur la touche, non? Tout le monde Ah, s'en je fout. pense que s'il vient, c'est pour jouer. Mais encore il y a quelques jours, je lisais un papier dans l'équipe qui disait que ça va vous faire sourire, mais vous l'avez sûrement lu, qui disait que le club l'avait pris en anticipation d'un départ de Bamo Meïté. Mais Bamo Meïté, à l'OM, c'est un joueur plus que secondaire. Donc, enfin, pourquoi tu veux remplacer Bamo Meïté? Ouais. Donc, j'espère quand même que la trajectoire de Ramos sera différente de celle de Bamo. Moi, je le vois plutôt dans un rôle ouais, prépondérant, vraiment dans le 11, en tout cas à court terme. Peut-être que la saison prochaine, ça changera avec le mercato d'été, mais je le vois vraiment prendre une place importante dans le 11. Après, il y a la question de sa fiabilité physique qui va être soulevée également. Mm. Mais à son âge, sortir d'Arabie Saoudite pour venir en Europe à l'OM,
tu t'imagines quand même, c'est qu'on t'a expliqué que tu allais quand même pas mal jouer parce que sinon, autant rester en Arabie Saoudite. Ouais. Pour moi, c'est le joueur pour lequel il y a le plus de doutes à l'heure actuelle. Il y a les blessures, lui, et en plus l'Arabie Saoudite, le manque de compétitivité. Mais moi, je veux dire aussi autre chose, c'est que je crois qu'il a 27-28 ans. Alors oui, sur la carte, sur le passeport, il y a écrit qu'il est italien, mais moi, j'oublie que le mec, il est brésilien. Et moi, les joueurs brésiliens qui arrivent à 28 ans, je vais en souvenir. Même quand on nous dit, oui, ils sont jeunes. Ouais, mais j'ai l'impression que ces mecs-là, ils ont une tendance à arrêter leur... Surtout après l'Arabie Saoudite. Ouais. Alors, je suis très pessimiste là dans mon discours, mais sincèrement, en fait, je sais pas à quoi m'attendre. En fait, j'ai envie d'être surpris. J'ai envie que dès son premier match, il arrive et il me fasse un match de patron. Et vas-y, je me dis, putain, il va pas, il va casser la baraque. Murillo va faire un petit tour sur le banc, alors que c'est un joueur qui a un rendement de plus en plus satisfaisant au fur et à mesure des matchs. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire et ce qui est déjà positif, c'est que c'est un joueur qui va devoir gagner sa place. On n'est pas du tout sur un joueur qui va arriver et qui va être directement titulaire, surtout au vu des performances d'Amir. Et en fait, pour moi, il peut très bien être dans 6 mois un de nos meilleurs défenseurs, voire peut-être même notre meilleur défenseur, vraiment en cassant la baraque, comme être un énorme flop qu'on va essayer de vendre, je sais pas, à Galatasaray ou à... Mais c'est peut-être aussi ça qui va peut-être un peu relancer la hype sur lui quand on va entendre qu'il est dans le 11. Parce que pour l'instant, franchement, Ouais. je sais pas, vous avez vu des signes de vie, on a vu des photos du club, moi j'ai pas de Moi, je preuves, suis hein. d'accord avec vous, en tout cas, mais non, c'est vrai que pour l'instant, il pénave pas, le frérot, hein. J'ai aucune nouvelle du frérot, hein. Mais moi, je pense vraiment que le club, peut-être un peu moins pessimiste que toi sur son cas, mais je pense vraiment que le club compte beaucoup sur lui sur le long terme, parce que quand tu fais venir un joueur et qu'en conférence de presse t'explique que lors de sa présentation, que tu vas aller doucement avec lui, que tu vas pas le presser, qu'il sera prêt aux alentours de mi-février. Donc tu te dis en gros que cette saison, on oublie un peu. Bah, ça veut un peu dire que tu te projettes sur les saisons et la saison d'après pour dire que bah, le vrai Luis Felipe, vous le verrez au début de la saison prochaine. Donc finalement, moi je trouve qu'on est quand même sur une arrivée où le mec, on s'attend quand même à le voir sur en tout cas le moyen terme à l'OM. Et que justement les 6 mois qui restent là, c'est surtout pour se retaper physiquement et repartir de plus belle au mois d'août. Donc c'est pour ça que je vois en lui une arrivée intéressante dans le sens où j'ai vraiment pas l'impression que c'est un mec qui va venir jouer le rôle de second couteau ou un mec qui va venir et repartir dans 6 mois, mais vraiment que le club croit énormément en lui et que le seul doute qu'ils ont finalement sur lui, enfin le doute, le seul point d'interrogation qu'ils ont finalement sur lui, c'est à quel moment il sera prêt. Mais voilà. J'ai peur du scénario à la Bakambu personnellement. Mais voilà, en tout cas, c'était la seule recrue du mercato pendant un moment. Ensuite, il y a justement Amin Gouiri qui est arrivé, et Ismaël Benasser, deux internationaux algériens. D'ailleurs, ils ont été le sujet d'une vidéo qui a été publiée sur la chaîne avec Nabil Djellit, si elle est déjà sortie, ou sinon elle va sortir au moment où cette vidéo aura été publiée. Toi, Tino, parmi ces signatures, je vais te poser une question sur Ismaël Benasser. Je ne crois pas que tu aies donné ton avis sur la chaîne sur cette signature. Quelle est ta réaction? Bah alors personnellement, j'étais pas trop. Je pense que vous avez plus suivi la sélection algérienne en 2019 que moi. Alors j'étais en ville, j'ai célébré la victoire contre le Nigeria avec ce fameux coup franc de Mahrez, mais j'ai pas bien suivi le tournoi. Et je pense que je ne réalise pas autant que vous le mec qu'on a signé. En revanche, au fur et à mesure qu'on est en train de me dire, alors le Ismaël Benasser, c'est ci, c'est ça, etc. Parce que Milan non plus, j'ai pas son Milan non plus, je l'ai pas suivi, je vais pas faire le menteur. J'ai pas suivi, mais je sais qu'on m'a dit, il y a eu une époque aussi quand j'ai appris qu'il venait de la région de Provence, je me suis dit ouais c'est dommage qu'on l'ait loupé, voilà c'est encore un joueur qui nous a filé entre les doigts comme Fofana, comme Simakan, etc. Et aujourd'hui le voir arriver, alors certes avec un statut différent de celui qu'il avait il y a quelques années, parce que comme tu as dit, il était ciblé par City, Arsenal. S'il arrive chez nous, c'est qu'il y a un peu plus de doutes sur lui. Mais je commence à prendre conscience du calibre de cette recrue. Voilà, tu disais c'est juste en dessous de Rabiot peut-être aujourd'hui. Non, je spoil un peu, mais Nabil Djellit m'a dit en gros c'est un peu en dessous de Rabiot, mais s'il est à son standard max, il vient tutoyer Rabiot facilement. Donc effectivement, moi je suis très très hype de voir ce que ça va donner. En plus l'OM c'est son club de cœur, donc voilà, pour moi le mariage il est parfait. C'est le joueur qui résume le mieux le titre de la vidéo, un mercato niveau Ligue des Champions.
Parce que Samy, on est d'accord que Ismaël Bennacer, s'il a 60% de son niveau, il est titulaire indiscutable. Et s'il est à 100% de son niveau, un Ismaël Bennacer à 100% de son niveau, c'est un mec qui est un des très grosses équipes pour le championnat. Ah, mais je Ouais, veux bien bah, te c'est ça croire. en fait, c'est les matchs références de Benacer au Milan, c'est pas en Serie A, c'est en Ligue des Champions. Et Heu c'était pas et et contre Crotone, hein. C'était pas contre Crotone, les matchs références de Ouais, non, Bennacer. et à l'image de ce que te disait, Nabil Djellit, Benacer, sur la partie, allez, 2020-2021, 2022, sans vouloir être chauvin, pour moi, Benacer, c'est chapeau 1 ouais, c'est le gratin européen. C'est dans les standards de Rabiot, voire même un peu mieux, je trouve. Oui, oui, pour moi, c'est une très, très grosse arrivée. Argiles, tu parlais dans une précédente vidéo de peut-être la meilleure recrue sous l'ère Longoria. Moi, je suis totalement en phase avec ça. D'ailleurs, un entraîneur comme De Zerbi, avec tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est quelqu'un qui voulait énormément, cet été, à tel point qu'il lui a dit: «Retape-toi pendant 6 mois et je reviendrai te chercher, en janvier», donc ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Non, non, Benacer, c'est quand même une très, 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 très grosse arrivée qui s'inscrit dans la continuité de Rabiot, de Højbjerg, de Greenwood, et comme l'a dit, Arilès, c'est niveau Ligue des Champions, et c'est, je pense, le visage de l'OM en Ligue des Champions la saison prochaine. Si l'OM brille, en Ligue des Champions la saison prochaine, ça passera inévitablement par, Ismaël Bennacer. Et Wesley Fofana. C'est deux noms pour lesquels Mehdi Benatia a eu énormément de cran d'aller mener ses dossiers. Mm. Je pense que le dossier Wesley Fofana, ça m'étonnerait pas que Mehdi Benatia le mène dans les prochaines années. Oh oui. Mais je pense qu'on peut conclure cette vidéo par justement les accomplissements du directeur sportif de l'Olympique de Marseille, la manière dont il a fait changer de dimension un Olympique de Marseille qui commençait à sombrer un peu dans la difficulté avec une planification sportive qui commençait à devenir. C'est pas pour enlever le mérite à Longoria, mais on a très compris que Longoria a lâché le mercato et qu'il se concentre sur les fonctions de président parce que même les joueurs, quand ils arrivent, disent Benatia. Parce que même les réseaux, on voit très bien que c'est pas les mêmes réseaux que Longoria. Mm. Longoria avait tendance à recruter énormément en Serie A Mm. sur des réseaux très particuliers, des réseaux Roma, Arsenal, enfin des recrues qu'il avait ciblées depuis très longtemps. Et lui, on voit justement qu'il a cette capacité, il a un réseau énorme. Dedic en parle. Mm. C'est par Miralem Pjanic qu'il a été convaincu de Ouais. rejoindre l'Olympique de Marseille. Il y a Ismaël Bennacer, Rennes pour signer Gouiri. Il connaît Moncada, je crois, c'est Moncada le directeur. Ah non, Massara, pas Moncada. Il connaît Massara. Je sais pas, Ouais. moi je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait à l'OM depuis qu'il est arrivé. Moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est assez exceptionnel dans le football actuel, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est fermé avec aucun agent. J'ai l'impression que l'OM peut signer n'importe quel joueur. Mm. On sait qu'aujourd'hui dans le football, c'est plus les agents qui font les deals que les clubs. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas à l'OM. J'ai l'impression qu'on peut. Ouais, Peut-être ouais. que je fantasme la réalité du club et que je connais pas les dossiers en profondeur, mais j'ai l'impression qu'on peut faire des deals avec n'importe qui. On va faire des joueurs à Salzbourg, on va faire des joueurs en Norvège. Je parle de Montbagna. Faire des joueurs dans des gros clubs, dans des petits clubs. Enfin, C'est l'avantage d'avoir un je pense ancien joueur, je pense. Ah ouais, mais non, mais franchement, on n'en parle pas assez, hein, mais C'est c'est fou, fou, hein. hein. Il y a des choses à lui reprocher, hein. Il y a des choses qu'on fait. Et peut-être que tristement, ce que fait Benatia depuis son arrivée, ça met aussi en lumière, bah, peut-être le temps perdu avec l'OM, avec ses précédents, directeurs sportifs, sans vouloir jeter de pierre, mais quand tu vois ce qu'il est capable de faire en aussi peu de temps, tu te dis que les précédents, ceux qui sont passés avant lui, bah, ils avaient quand même, ils étaient à la même place, sur le même siège, avec les mêmes moyens. Bah, tu te dis que l'OM a quand même perdu pas mal de temps, avant Benatia, donc ça a Si, quand même une Samy, résonance un peu triste. c'est ce que je me disais aussi, mais en fait, je me dis quel directeur sportif pourrait faire ça? C'est même pas pour dire waouh, Benatia, c'est le meilleur directeur du monde. Mais en vrai, en réfléchissant, un crack un peu, qui a un gros logiciel comme Longoria, te montre qu'il a des limites dans ses recrutements. Mm. Il s'est enfermé dans du recrutement de réseau qui a été très bien illustré par son dernier mercato estival avec Ribalta. Il te montre des fois qu'ils sont peut-être dépassés sur certains joueurs. Et même un crack, un gros DS, Campos, il serait allé chercher un crack au Portugal. Ça aurait été sympa, on l'aurait revendu à 40 millions d'euros. Mais Rabiot, faut le convaincre de venir à l'OM, Mm. la vérité. Même s'il est dans une situation particulière, faut le convaincre. Benacer, faut le convaincre au mois d'août de lui dire tu vas quitter Milan, oui, tu vas venir à l'Olympique de Marseille. Højbjerg, pareil, c'est fort de lui dire tu vas pas à l'Atlético Madrid, tu vas venir à l'OM. Il réussit quand même à crédibiliser un projet,
parce qu'il prend un OM, et je pense qu'on oublie trop de le dire, il prend un OM qui part en Coupe d'Europe. Et franchement, ce qui se met en place sur les derniers mois, moi je trouve ça assez prometteur. Alors j'ai pas envie qu'on soit déçu dans un an et qu'on se retrouve avec un club qui est pas en Coupe d'Europe et on se retrouve avec tous les que des vieilles stars qui sont pas au niveau, mais Ouais. Mais je veux juste c'est beau rajouter en un tout cas. truc sur Benassia. Peut-être que c'est pour ça que je dis qu'on bénéficie de son statut d'ancien joueur. C'est que je pense qu'il sait parler aux joueurs, justement, et, euh, et que voilà, et que en plus de ça, son discours est crédibilisé par son ancien statut. Exactement. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça, mais par exemple, Henri Birg, je le connaissais personnellement. Mm, On a dit pour des diffs, Benacer, ils ont des choses en commun, c'est deux très nationaux, parce mm. qu'ils sont français, algériens, marocains. Ils sont tous les deux passés par des gros clubs italiens. Non, franchement, c'est un mec qui a l'air d'avoir un réseau de fou. Non, franchement, Et c'est. sans rien lui enlever, Benatia bénéficie aussi, et je pense qu'il a pris la pleine mesure de ce que ça faisait d'avoir Roberto De Zerbi dans son club en fait. Il bénéficie aussi de l'attractivité pardon, de Roberto De Zerbi. Quand on voit avec un joueur comme Zalewski que tu as failli faire venir mais qui n'est pas venu parce que justement ses agents avaient des doutes sur le fait de revoir Roberto De Zerbi la saison prochaine à l'OM, et où tous les joueurs qui t'ont dit que nous, si on vient ou si on veut venir, c'est parce qu'il y a Roberto De Zerbi, ça te montre à quel point Roberto De Zerbi est un aimant en fait et attirant pour plein de joueurs. Et je pense que Benatia, je pense que il a vraiment pris la pleine mesure de ça et que c'est surtout ça qu'il présente aux joueurs qu'il essaye de faire venir à l'OM. Donc c'est en fait un mariage parfait pour les deux parce que De Zerbi peut voir la plupart de ses requêtes bah, qui finissent par être satisfaites, et Benatia qui peut utiliser Roberto De Zerbi comme un levier de négociation très attractif. Et même comme un levier dans ce projet, parce que là, on peut dire oui, mais c'est grâce à De Zerbi, c'est pas grâce à Benatia, mais quand même, faut l'avoir l'idée au mois de juin, au mois de juillet, quand t'as pas fait Coupe d'Europe, de dire tiens, je vais prendre De Zerbi, je vais le convaincre de faire des gros joueurs, et derrière, je vais lui. Et ça peut être un cercle vertueux, c'est-à-dire que tu as convaincu De Zerbi que tu allais lui ramener des gros joueurs, tu lui as ramené des gros joueurs, eux vont être convaincus que De Zerbi va rester, De Zerbi va être convaincu par ses recrutements, et si tu as un cercle vertueux sur plusieurs saisons, tu peux avoir un gros levier qui peut faire progresser l'OM. Bah, quand De Zerbi va partir, il partira avec un club qui aura gagné qui aura peut-être gagné des trophées, qui sera stabilisé en Champions League, et tu pourras peut-être aller chercher un gros entraîneur encore. Et donc De Zerbi aura peut-être été un précurseur de ton projet. Peut-être que dans 3 ans, bah, De Zerbi va partir, on va aller chercher Antonio Conte, tu vois. Ouais, et t'auras enfin un héritage, chose que tu n'as jamais eu à l'OM. Tu n'as jamais su capitaliser sur ce qui avait été fait de bien sur les saisons précédentes à chaque fois. Exactement, exactement, En tout cas, exactement. merci les gars, hein. Je pense qu'on a fait le tour là, on est à une heure, presque une heure. Bah merci pour cette vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à vous abonner à tous les réseaux sociaux de Massilia Zone, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille. Samy Ariles, ce fut un plaisir. Je vous dis ciao, allez ouais.